Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette rencontre avec M. Jean-Pierre Simon qui est présent, poète et dramaturge associé au TNP de Villeurbanne. Cette rencontre aura pour thème principal la question de l'adaptation d'électre de Sophocle en une électre singulière. La nouvelle version proposée par M. Siméon, écrite à la demande de Christian Schiaretti, a été jouée du 8 au 17 octobre 2015, du 12 au 16 janvier 2016 et sera également repris du 10 au 21 mai 2016 au TNP. Donc, cette rencontre est organisée par l'Envolée culturelle. C'est une association étudiante et en quelques mots, cette association a pour but d'informer sur les événements culturels de la région lyonnaise, mais pas que. Il s'agit également de publier des articles en ligne sur notre site internet, des articles ayant pour sujet des spectacles de danse, de musique, mais aussi des pièces de théâtre. Et à ce propos, l'Envolée culturelle a publié un article sur l'électre représenté au TNP. Et je vous invite à aller y jeter un œil. Cette association a également pour but de promouvoir des projets étudiants et également d'organiser des rencontres ou des événements culturels. Et c'est le cas de cette rencontre. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, l'Envolée culturelle, que je vous présente un peu là, tient d'abord à remercier le TNP d'avoir rendu possible cette rencontre. Nous remercions également l'université de nous accueillir dans ses locaux, même si ça a été un peu périlleux. Et bien entendu, nous remercions M. Siméon, notre invité, de s'être déplacé jusqu'à nous. Voilà. Alors pour le déroulement de l'événement, à proprement parler, la rencontre s'organisera en deux temps. D'abord, je lancerai une discussion avec M. Siméon au sujet de la question de la réécriture et de l'adaptation des lettres. Ainsi que du spectacle qui en a découlé au TNP. Et après cela, nous aurons un temps de discussion réservé avec le public. Alors, pour commencer, Monsieur Siméon, vous êtes actuellement auteur associé au TNP de Villeurbanne, comme je l'ai déjà dit, et c'est bien dans ce cadre que vous avez écrit une adaptation d'électre de Sophocle à la demande de Christian Schiaretti. Vous êtes donc à la fois poète et dramaturge. Et dans une interview avec l'Envolée culturelle faite l'année dernière, vous vous qualifiez de poète qui écrit du théâtre. Dites-nous un peu plus sur ce statut assez singulier de poète dramaturge. Alors oui, ça a lié à une histoire avec Schiaretti, effectivement, et c'est antérieur au TNP. Ça vient de son travail déjà à Reims, au Centre dramatique national de Reims, à la Comédie de Reims. Christian était un jeune directeur de CDN, d'ailleurs le plus jeune à l'époque, je crois, directeur de CDN, dans les années 90, non pas les années 90, il y a longtemps. Et donc à ce moment-là, il avait déjà l'idée, il avait construit une troupe permanente qui était un coup d'audace dans un monde du théâtre qui avait abandonné la troupe, la permanence. Vous voyez. Lui, dans le CDN, il avait constitué une troupe permanente et une école de théâtre aussi, avec des jeunes qui voulaient devenir comédiens. Et puis, il y avait des permanents, même techniciens. Enfin, voilà, je veux dire, quand je dis techniciens, évidemment, il y en a des techniciens ici, mais des éclairagistes, des créateurs de lumière, des créateurs costumiers, des gens qui étaient à demeure. Et à un moment, je sais ça pour en avoir discuté après, il s'est dit, voilà, maintenant j'ai mon dispositif, au bout de quelques années, il manque quelque chose d'essentiel. C'est celui qui, parmi tous les artisans, est l'artisan de la chose première, c'est-à-dire la langue. Voilà. Alors à ce moment-là, le choix de Christian, il aurait pu être celui de quelques autres directeurs de théâtre, celui qui font spontanément, c'est-à-dire ils vont chercher dans les auteurs de théâtre, réputés auteurs de théâtre, un auteur dont l'écriture ou l'univers leur serait plus compatible, qui sont de leur génération, etc. C'est pas ce qu'a fait Christian. Et Christian, il faut savoir que sa conception du théâtre depuis toujours est très très caractérisable, très particulière, on va dire même. C'est-à-dire qu'elle est fondée sur l'idée que le théâtre a sa source, son origine et sa justification dans la langue poétique, dans le poème même, on va dire comme ça, dans la poésie. Et pas seulement dans le poétique. On peut faire des univers poétiques au théâtre.
sa préoccupation depuis toujours, c'est celle qui remonte d'ailleurs aux antécédents, aux pionniers du théâtre d'art, n'est-ce pas? Le théâtre se fonde dans une langue qui est la langue des poètes. Voilà. C'est bien sûr des choses qui ont été dites et redites, sauf que la plupart du temps, les directeurs de théâtre n'en tirent pas des conséquences. C'est-à-dire qu'ils choisissent des textes à droite, à gauche, etc. Mais ils ne font pas de la langue elle-même et de la langue poétique, ils ne font pas l'enjeu premier. Voilà. Donc Christian, lui, son idée, c'était, et depuis toujours, il l'incarne ici parfaitement, d'ailleurs au TNP, c'est de donner en partage à l'Assemblée qui vient au théâtre, n'est-ce pas, donner en partage la langue qu'on n'entend pas ailleurs, la langue impossible des poètes. Voilà, c'est une langue impossible, évidemment. Oui, parce que vous ne pouvez pas parler poète, moi j'essaye, hein, mais on n'y arrive pas. On ne peut pas parler poésie à la radio ou à la télé. Hein. Comme vous savez, je dirige le Printemps des poètes par ailleurs, et Dieu sait que j'ai l'occasion de me bagarrer sur ce terrain-là. Et donc, la question, elle paraît simple, elle est importante. Et donc, Christian, il dit, moi je veux un poète. Il dit, je ne veux pas un homme de théâtre, je ne veux pas un type qui écrit du théâtre, je veux un poète. Et un poète qui va d'abord témoigner au cœur du théâtre, de notre équipe, de notre troupe permanente, des enjeux de la poésie, de son engagement dans la langue, et puis de sa culture poétique, qui va nous transmettre par diffusion, infusion, perfusion, son savoir poétique, mais aussi le savoir encyclopédique, quel poète il va nous amener à lire, des poètes d'aujourd'hui, par exemple, parce qu'il faut savoir que les 9/10 des comédiens, même au Conservatoire national ou au l'INSA, ne connaissent pas la poésie d'aujourd'hui. Comment imagine-t-on ça? Ils vont monter des textes, ils ne connaissent pas la poésie de leur temps. Des textes littéraires. Moi, j'en ai discuté combien de fois avec le directeur du Conservatoire national, avec Claude Stratz, malheureusement décédé, mais récemment encore avec Claire Lannes. Mais elle, je crois que je l'ai convaincue cette fois-ci. Donc on va sûrement faire de la formation à la poésie pour les jeunes du Conservatoire national. En tout cas, le problème, c'est que ça me retombe sur le dos. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je fais ça déjà au TNP. Bref, on verra. Mais l'enjeu est important, vous voyez. L'enjeu est important. Et donc, Christian, il voulait un poète. Voilà, mais on ne se connaissait pas. Moi, je suis un passionné de théâtre depuis toujours, depuis l'adolescence. Donc, je vais beaucoup au théâtre. J'ai fait de la critique de théâtre pendant 15 ans. Voilà. Et donc, je connaissais Schiaretti simplement comme spectateur. J'avais vu des choses à Avignon, tout ça. Mais un jour, donc, moi je vous dis les choses que je ne savais pas, que j'ai apprises après. Et il demande à une personne qui connaissait les poètes du temps présent, enfin ça se passe dans les années 90, n'oubliez pas. Il demande à cette personne qui s'occupait de la Maison de la Poésie de Paris, à l'époque, et il lui dit, mais écoute, si tu pourrais me trouver un poète qui serait intéressé par le théâtre, ou quelqu'un qui aurait envie de partager, etc. Et elle lui a proposé quelques bouquins, d'abord, voilà. Et puis il a lu des bouquins, et puis elle lui a dit, Siméon, ça serait pas mal. Et il a dit, ah oui, les textes m'intéressent, mais c'était de la poésie. C'était de la poésie. Et il a dit, donc moi je le rencontre. Et alors moi je le rencontre dans un bistrot à Paris, là-bas, dans le Marais. Et c'était très, très chouette et très simple, et je le raconte parce que c'est assez audacieux comme truc. Il me rencontre et il me dit bonjour monsieur Simon, voilà. Et il dit, il me dit comme ça, je voudrais que vous veniez dans mon théâtre. Et moi je lui dis volontiers, mais pourquoi faire? Il me dit, pour faire ce que vous faites, pour être poète. Soyez poète avec nous. Soyez poète parmi nous. C'est-à-dire, il ne m'a pas demandé d'écrire du théâtre, il ne m'a pas demandé d'autre chose que de ce que j'étais. Vous voyez, et donc, moi, l'idée m'a plu, l'inattendu, l'audace, tout ça, puis moi, j'étais passionné de théâtre, donc j'ai dit oui, quoi. Et le travail a commencé comme ça. J'allais très, très régulièrement, parce que j'enseignais à un institut universitaire à Clermont, donc je faisais des allers-retours, enfin, j'étais beaucoup. Et on a commencé par passer des après-midi ou des journées entières avec les comédiens à lire de la poésie. Aussi bien Mallarmé, Rimbaud, que les poètes contemporains. Et puis la plupart des poètes du XXe siècle qu'ils ne connaissaient pas, à part quelques-uns. Vous voyez. Donc, à traverser toutes les poétiques comme ça. Puis moi, j'ai fait des propos pour le public, par exemple, etc. Voilà. Et petit à petit, on a inventé plein de choses. On a inventé les Langagères, un grand festival qui était une sorte de célébration de la langue poétique pour le public. Mais c'était un festival atypique, si vous voulez. C'était plein de tout petits moments.
On invitait des poètes vivants qui venaient parler, des grands poètes. Hein. Yves une fois est venu, Jacques Roubaud, enfin, les plus grands poètes du temps, mais aussi des jeunes poètes pas connus, que moi je connaissais, puisque moi je suis dans le monde de la poésie. Donc on faisait se côtoyer des grands poètes, des jeunes poètes, et les gens, on leur donnait une heure avec le poète. On a inventé plein de trucs. Le poète, il pouvait être même des fois avec 5-6 personnes seulement. Et il racontait son histoire de poète, comment il était venu poète, etc. Mais aussi des lectures avec Jacques Réda, 200 personnes. Bon, voilà. Et puis des moments avec de la chanson, des moments de cabaret, toutes les formes de la poétique qui sont très très diverses. La poésie a des avatars infinis, n'est-ce pas? Et donc on est même allé, même j'avais invité, parce que c'était un ami, c'était une amie, une grande amie, et je dis parce que je pense à son fils et son petit-fils, j'avais invité André Chédid, qui était une grande amie, parce que voilà, était ami, c'est le poète, on était très proches, et du coup je connaissais Mathieu, le petit-fils qui chante, et Louis, le père qui chante, enfin le père de Mathieu. Mais c'est tout le monde. Donc j'ai eu cette idée, j'ai dit tiens, on va inviter les trois ensemble. Alors, au Langagière, un jour, on a fait comme ça 1h30 avec André, la grand-mère, avec le fils, Louis, et avec Mathieu, le petit-fils. Voilà. Et c'était, eux, elle disait ses poèmes, moi je disais les poèmes avec elle, et puis eux, ils disaient, ils chantaient, enfin voilà, comme ça. C'est pour dire qu'on était, bien sûr, dans l'exigence poétique, parce qu'on pouvait faire 1 heure sur Saint-Jean-Perse ou des choses comme ça, très, très denses, très tendues, très exigeantes dans l'écoute, et en même temps des choses comme ça complètement inattendues, imprévues. Voilà. Donc ça, c'est l'esprit dans lequel on travaillait au TNP, voilà quel était mon rôle. Et en outre, j'assistais, alors ça c'est une autre part de la chose, c'est la part de mon point de vue. Moi, j'étais passionné de théâtre, comme je vous l'ai dit. J'ai fait un peu de théâtre en amateur, mais vraiment en amateur, étudiant, vous voyez, voilà. Mais j'étais surtout un spectateur de théâtre, depuis l'adolescence, quasiment. Je suis toujours allé beaucoup au théâtre. Voilà, la chance, mon père il m'emmenait au rugby le dimanche et le théâtre la semaine. Voilà. Et pour moi, le théâtre, c'était comme aller au rugby. C'était naturel, c'était simple. C'était simple. C'était un plaisir complet. Et donc, je voyais des choses. J'étais à Clermont-Ferrand, vous imaginez? Il y a très 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 longtemps. Hein. Je ne suis pas jeune, hein. Donc il y a très très longtemps. Hein. Donc, dans les années 60. Et donc, je voyais tout le théâtre de la décentralisation. Planchon. Le premier Planchon, hein, pas le Planchon institutionnalisé ici, le premier Planchon, le novateur, quoi. Mais aussi Gabriel Monet, Garand, Debauche, tous ceux qui ont fait le grand théâtre de la décentralisation des années d'après-guerre, si vous voulez. Voilà. J'ai découvert, Jean Dasté, évidemment, j'ai découvert tout le théâtre à travers ça. Vous aimez, ça marque, ça. Hein. Et alors après j'ai toujours été, je suis allé au théâtre et tout, bon, je ne pouvais pas toujours, parce qu'à un moment j'habitais dans la campagne bretonne, moins accès au théâtre, mais j'ai toujours été passionné de ça, et à un moment j'ai été même critique de théâtre. Donc je dis tout ça parce que j'étais spectateur de théâtre, amateur de théâtre, bon, et puis comme j'étais agrégé de lettres, tout ça, machin, j'ai fait des études et je connaissais le théâtre littéraire, ou littérairement parlant, dans l'exégèse et la glose, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai forcément travaillé sur, je me rappelle pour la grecque, on a travaillé sur Beaumarchais, voilà. Donc là j'étais très savant. Mais tout ça, c'est une façon de voir le théâtre particulière, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé, ça a à voir avec l'écriture. Vous allez voir, tout ce que je raconte a à voir avec l'écriture, y compris celle précisément des lettres. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais un poète, j'aimais le théâtre, je voyais de l'extérieur, je voyais comme spectateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout d'un coup, je suis invité dans un théâtre et j'assiste à quoi? J'assiste aux répétitions. Je deviens copain des comédiens, je leur parle, je passe des journées avec eux, je vois leurs difficultés à dire un texte, un poème par exemple, les questions qu'ils me posent sur la langue, sur la prosodie, etc. Je vois la langue en acte, la langue dans le travail, dans l'obstacle, mais aussi je découvre 1000 milliards de choses, vous comprenez? Moi qui ai toujours été passionné de poésie, etc., je comprends plein de choses en travaillant avec eux. Et puis je côtoie le plateau. Et ça c'est crucial. Vous pouvez assister à du travail de plateau, ce qu'on appelle vraiment une répétition. Les comédiens répètent, où on travaille sur l'espace, voilà. Et comment ça vient petit à petit. Au début, c'est un brouillon, puis petit à petit ça se construit. Donc je vois tout ça. Ah oui, alors à partir de ce moment-là, je comprends autre chose du théâtre. Vous voyez? Une expérience concrète du plateau que je n'avais pas. Et alors, il se trouve à ce moment-là que on arrive à l'écriture, parce que jusque-là, j'écris pas. Hein. Enfin, moi, j'écrivais des bouquins depuis longtemps, mais la poésie, tout ça.
tout d'un coup arrive, je vais vous raconter quand même quelque chose sur l'écriture théâtre après, mais je peux anticiper. Là arrive un moment où Christian joue du Peggy. Voilà, j'allais voir le spectacle de Christian Schiaretti, évidemment. Moi, j'étais là-bas. Un jour, il monte du Peggy, et 96, je crois, 95-16. Ouais. Et il me dit, il faut que tu viennes voir ça. Viens voir, c'est un extrait du Mystère de la Charité, de Peggy, Jeanne d'Arc, l'histoire de Jeanne d'Arc. Ouais, j'ai dit, Christian, ça m'emmerde, ça. Si au moins tu comprends Peggy, voilà, je commençais à pleurer, ça fait chier, heureux, les épimures et les blés poissonnés. En fait, j'étais con, comme l'ignorance est conne. C'est-à-dire que, évidemment, je ne connaissais rien de Peggy. Et surtout pas son théâtre. Surtout pas son théâtre. Et là, du coup, j'y vais par amitié pour la comédienne que j'admirais, que j'estimais, etc. Et puis pour Christian, parce que je me dis quand même, il est aussi mécréant que moi, s'il monte ça, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a un propos, voilà. Donc, j'y vais volontiers, quoi. Je suis un bon spectateur, de toute façon. Hein. Et là, subjugué. Ça dure 1 heure sur le grand plateau de la Comédie de Reims, un immense plateau, vous voyez. Il avait même coupé le bas, on était en hauteur, et tout le parterre était couvert d'une grande bâche, bleue, si je me souviens bien. Et puis la comédienne toute seule, Gisèle Torterolo, toute seule, droite dans ce grand espace. Toute seule, droite, quasiment immobile, dans une posture hiérarchique. Je veux dire, immobile, elle était comme ça. Elle bougeait un tout petit peu de temps en temps, pendant 1 heure. Mais alors, une puissance d'expression du texte. Alors elle est une grande comédienne, elle a une présence dans le corps, dans la voix, une présence dans le texte extraordinaire. Il ne suffit pas de le dire, le texte, elle est présente dedans, hein, vous comprenez ça. Mais justement, elle peut être présente, et ça c'est une notion générale, on peut être vraiment présent dans un texte, pour autant que ce texte a une matière, une densité, une opacité à habiter. Si c'est une langue transparente, on n'a pas besoin de l'habiter, elle passe dans la bouche, et on n'entend pas. Et on fait un autre théâtre. Et à partir du moment où la langue est dense, épaisse, problématique, je vais dire, alors c'est autre chose qui se passe. Et là, le travail du comédien, la comédienne est fondamental. Il est même fondateur de tout un théâtre, n'est-ce pas? Où justement apparaît au plateau quelque chose qu'on ne croise et on ne rencontre nulle part ailleurs. La puissance extraordinaire de polysémie, d'effervescence de sens de la langue. La puissance de la langue dans tous ses états. Sonore, phonique, émotif, vous voyez, la chose qu'on mastique, quoi. Voilà. Et alors, j'étais subjugué pour de vrai, je ne me suis pas emmerdé, je suis allé le voir 3 fois. Et ce qui m'a frappé, par exemple, et c'est ça qui est crucial, c'est la langue de Peggy. Mais comme elle est incroyablement moderne. Elle a écrit ça au début du XXe siècle, hein. Et elle me paraissait avoir été écrite la veille par un des plus grands novateurs de la langue, si vous voulez. C'est une langue hyper scandée, presque comme rap, si vous voulez, mais avec des anaphores sans arrêt, des reprises, des répétitions, elle tourne en rond, elle martèle, elle joue sur le son sans arrêt, etc. C'est une langue d'une extraordinaire inventivité et une extraordinaire audace. Vous imaginez, d'abord, le début du XXe siècle, c'est toutes les audaces littéraires du dadaïsme, du surréalisme et tout ça. Mais il y avait cette audace-là, d'une langue pour le théâtre que personne n'avait osé. À l'époque, les autres qui écrivaient du théâtre, c'était pas ça, hein, on va dire. Bon, il y a Claudel, hein. Mais même, formellement, l'audace de Peggy va plus loin, je crois, rythmiquement, etc. Et donc, moi, je me suis dit, mais voilà, là, il y a quelque chose. Et il se trouve qu'à ce moment-là, de cette expérience-là, simplement, après, je me suis dit, mais j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire pour cette comédienne. Ça t'est venu comme ça. J'ai envie d'écrire, moi aussi, pour le théâtre, pour cette comédienne. Et alors, j'ai dit à Christian, écoute, j'écrirais bien quand même quelque chose pour le plateau, quoi, pour le théâtre. Et il me dit, ben oui, t'es là, vas-y. Et c'est là que j'ai commencé à écrire du théâtre. Et c'est là que j'ai écrit mon premier texte, qui s'appelle Stabat Mater Furiosa, qui porte beaucoup de Peggy en appareil, qui est un texte qui a même connu un succès invraisemblable, parce qu'aujourd'hui, il est traduit dans 14 langues, il était joué dans je ne sais pas combien de pays, il est joué tous les jours, pratiquement en France, depuis. Ça a été créé en 97 par Christian. Je crois qu'on doit être plus de 90 mises en scène professionnelles, sans compter les amateurs. Voilà, donc c'est un texte dont la réussite me dépasse en même temps. Et moi, simplement, c'est un texte fondateur pour moi, parce que c'est là que j'ai inventé ma langue de théâtre. Et qu'est-ce que c'était que cette langue de théâtre? Et c'est là la question cruciale.
qu'après je vais utiliser pour tout le reste. Parce qu'après, je vais me mettre à écrire du théâtre. Étant donné la légitimité que me donne le Stabat, le succès, Christian, quand il l'entend, il dit ça marche, je le montre. Voilà, j'ai aussi cette confiance-là. Hein. Il l'entend une fois, il dit je le montre. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai dit, là j'ai trouvé un truc. Et le truc, c'était quoi? C'était la question que je me posais. Comment être un poète de théâtre aujourd'hui? Vous comprenez que tous les grands auteurs de théâtre de la tradition française et européenne sont des poètes. De Molière, un poète Molière, d'abord, n'est-ce pas? De Molière à Marivaux et Musset, qui écrivent en prose ou en vers, peu importe, hein, en passant par jusqu'au plus contemporain. Je ne sais pas, moi, Ionesco ou Beckett, c'est la langue qui tient tout. Vous voyez? Et comment on peut aujourd'hui assumer une langue poétique au théâtre sans emmerder le monde, et pour que ce soit actif et présent pour les gens, très proche d'eux, et en même temps que ça ne cède rien sur les enjeux de la poésie. Parce que moi, je peux partager, il faut comprendre aussi que ça, c'est juste légitime, et si on partage le point de vue de Schiaretti, mais qui était bien avant que je le rencontre, point de vue villarien. Le théâtre est un service public, et qu'est-ce qu'on sert dans ce service public? Comme l'électricité ou l'eau rappelait, qu'est-ce qu'on y sert? La langue des poètes. Parce qu'il n'y a que là qu'on a accès à cette langue. Je suis désolé, n'est-ce pas? Surtout dans un monde dépoétisé, où il y a une omission systématique de la poésie, contre laquelle je me bats depuis que j'ai votre âge, mais enfin c'est comme ça. Hein. Et donc on peut dire que les 9/10 des gens qui vont au théâtre ne lisent pas de poésie. Ils n'ont pas accès même aux grands textes d'Apollinaire, d'Aragon ou d'Éluard. Ils en ont appris à la fac, ou étudié à la fac un ou deux. Mais qui s'assoit et lit le soir Capitale de la douleur, ou La vie immédiate, etc. Quelques-uns, évidemment, mais une infime minorité. Donc, on peut dire que la société, la nôtre, c'est pas pareil en Corée du Sud ou en Amérique du Sud, hein, la nôtre de société est aujourd'hui dépossédée de la langue des poètes. Donc, plus que jamais, on a besoin d'un lieu où elle soit audible. On peut en comprendre les enjeux, la portée, et comment elle nous venge de toutes les langues, de la logorée creuse dans laquelle on est englué. Un seul poème fait s'effondrer tout le baratin. Et le nôtre aussi, le baratin de tous les jours, notre langue désinvolte, rapide, abîmée, et qui ne dit que le petit peu des choses. Non, voilà, tout ça est essentiel. Dans la mesure où je pense que le théâtre est le lieu pour ça, le lieu destiné à ça, que justement c'est une chance inouïe, et que ne pas amener de la poésie au théâtre, c'est trahir, c'est gâcher. Parce qu'on a en France le plus beau des réseaux de théâtre. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui aient autant de théâtre que nous. On en a dans les quartiers, on en a dans toutes les villes en tout cas, etc. Et on a un réseau de scènes publiques, théâtre public extraordinairement dense, mais on y donne quoi? Vous voyez? Et moi, je dis, profitons de cette chance pour faire entendre la poésie à tous. Alors, la poésie, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait entendre le poème? On peut. Quand je dirige au Printemps des Poètes, j'essaie de faire entendre partout le poème en tant que tel. Le poème de Desnos, de Villon, je ne sais pas moi, d'Artaud, peu importe. Mais au théâtre, comment je suis au théâtre, et j'écris pour le théâtre, pour des comédiens, et pour un metteur en scène. Donc c'est du théâtre que je dois écrire. Et alors comment j'assume la poésie dans la contrainte du théâtre, avec les nécessités du plateau? C'est là la question que je me pose. C'est cette question que je me pose quand j'écris Stabat Mater. Et il me dit, il faut trouver une langue. Une langue qui, c'est ce que je vous disais, qui ne cède pas sur la poésie, mais en même temps, qui assume l'espace, qui assume le public, la réception. Parce qu'il n'y a pas que l'émission, il n'y a pas que le problème du comédien. Il faut que ce soit une langue masticale, disons, hein, qui se dise. Mais il faut aussi qu'elle soit recevable par le public, qui n'en a pas l'habitude. Et donc c'est une langue qu'il faut inventer. Voilà. Et donc je me suis servi de tout ce que j'avais lu de la culture, etc., mais aussi de mes propres besoins, sentiments, etc. Et alors j'invente cette langue qui est du vers libre, en fait. Hein. Et cette langue, après, je l'utilise pour tout ce que j'écris. À ce moment-là, je me suis mis à écrire vraiment consciemment pour le théâtre. 9 fois sur 10, c'est à la demande de Christian. Voilà. Et après, j'ai eu des demandes d'autres, n'est-ce pas? Alors, je refuse parfois, mais quand la demande est juste et m'intéresse, j'y réponds. Et j'ai écrit beaucoup de textes de théâtre aujourd'hui. Il y en a en écrire 3 d'un coup, là, en plus. Donc, j'en suis à, je sais pas, 20 pièces de théâtre. Je n'avais jamais pensé faire ça. Hein.
Parce que je suis venu au théâtre, vraiment au théâtre, j'avais peut-être déjà 40 ans, quoi. Oui. Donc, et cette langue, simplement cette langue que j'invente, en vers libre, scandé, mais qui ne refuse pas la métaphore, par exemple, qui ne refuse aucun des effets de la prosodie poétique, mais qui peut utiliser la prosodie poétique la plus savante avec une langue vernaculaire, populaire, provocante, pourquoi pas. En contraire, n'est-ce pas? Mais Céline a fait ça, maintenant. Et puis bien d'autres avant, Jean Rictus, Richepin, dans l'histoire, Villon, évidemment. Donc, on est capable d'utiliser le savoir le plus fin sur la langue et comment je veux dire, de faire qu'il soit par bonheur contaminé par la langue populaire, par la langue de tous, et que naisse quelque chose de tout ça. Bon, donc, c'est comme ça que je m'invente cette langue, et après, tout ce qu'on me demande, je l'écris dans cette langue. Et moi, maintenant, on peut me demander n'importe quoi, je sais que c'est ce vers-là que j'utilise. Et les gens me connaissent à travers ça. Et donc, quand Christian me demande d'écrire les lettres, pour arriver là, ben, j'écris dans la langue qui est à ma disposition. Comme je l'avais fait avant de Philoctète. Voilà. C'est parfait. Voilà, maintenant j'ai assez parlé. Non, mais pour revenir sur Philoctète, c'est une transition parfaite. Ouais. Donc vous avez déjà adapté Philoctète, qui était une tragédie antique de Sophocle. Et là, vous adaptez l'Électre de Sophocle. Pourquoi cet attrait pour l'adaptation de textes classiques alors, la question, il y a deux choses. Il y a le pourquoi, mais il y a le terme d'adaptation que je conteste. C'est un vrai problème intéressant. D'accord. Mais bien sûr, le plus simple, ce serait de dire adaptation. C'est ce que la SACD, la Société des auteurs dramatiques, quand je déclare le texte, ils veulent que je remplisse les cases. Donc les cases, c'est auteur, traducteur, adaptateur. D'accord? Rien d'autre. Sauf que ça, si vous voulez, c'est des catégories de fonctionnaires, de technocrates de la culture. La vie de l'écriture, elle ne répond pas à des catégories. On invente des trucs, quoi. Et donc moi je leur dis, écoutez, auteur original à 100%, non, j'ai ma dette envers Sophocle, très clairement, au Philoctète, et très clairement, mais comme bien d'autres avant moi, Hölderlin ou je sais pas, Einar Müller ont utilisé le grand répertoire classique et donc ils se sont appropriés, pareil. Mais en fait cette dette elle est avouée. Donc, ça n'est pas une création purement originale, au sens traditionnel. Ça n'est pas une traduction, ça sûrement pas. Ça c'est facile, il suffit de prendre les deux textes côte à côte, prenez Sophocle, une page, nulle part. Vous pouvez bien que ce n'est pas une traduction. Voilà, ça fait s'arracher les cheveux à n'importe quel traducteur. Hein. Parce que je fais tout ce qu'eux récusent. J'en rajoute, je m'éloigne, je supprime ce qui m'emmerde, enfin voilà. Donc, ça n'est sûrement pas une traduction. Alors, pas une adaptation, parce que je ne transpose rien. On pourrait dire, par exemple, qu'on aurait plus une adaptation dans l'Antigone d'Anouilh, par exemple. Oui. Hein, parce qu'il contemporanise, parce que on peut encore... l'adaptation est une sorte de transposition dans le temps, dans l'espace, y compris dans... Comment je pourrais dire on adapte à quoi? On adapte au goût du moment, à l'attente du moment. On évite les anachronismes, etc. Ou alors on les... je sois clair, quand on fait de la traduction, on évite les anachronismes, quand on fait de l'adaptation, on revendique l'anachronisme. D'accord? Puisqu'on déplace dans le temps. Moi, je ne veux pas ça. Moi, par exemple, dans les lettres, il n'y a pas d'anachronisme. Dans Philoctète, il n'y a pas d'anachronisme. Parce que je n'adapte pas. Je ne prends pas Sophocle en disant maintenant j'en fais mon truc, je le transpose, je ne sais pas, à Berlin, à Venise ou à Paris aujourd'hui. Non, ça c'est de l'adaptation. Où je prends deux personnages et je laisse les autres. Vous voyez, c'est pas ça. Non, je dis non. Christian me demande ceci. La demande de Christian est très intéressante. Après, moi, je n'interprète comme je veux. Un jour, il me dit, Christian, on se voit souvent, tout ça, il me dit comme ça au dévoté, et tu empirais si tu m'écrivais ton Philoctète. Si tu m'écrivais ton Philoctète. Bon, je vais vous dire une chose, moi, Philoctète, je ne connaissais pas. J'ai bien avoir fait des études littéraires poussées, je connaissais Antigone et Oedipe et beaucoup de gens, mais ça, mais pas Philoctète. Non, vraiment. Donc, quand Christian me demande quelque chose, je dis toujours oui. Donc, j'ai dit oui, le faire. Mais après, j'ai lu Philoctète. Et j'ai trouvé que c'était génial. Absolument génial. Mais putain, comment j'ai pas connu ça.
Donc, Christian, la demande, elle vient de Christian. C'est que Christian, lui, c'est dans la compréhension de son répertoire. Dans la compréhension de ses répertoires, il veut du contemporain, il veut du classique, il veut le grand répertoire, il veut élargir au maximum de l'étranger, traduit, etc. Et donc, si vous voulez, pour lui, sa préoccupation, c'était d'amener le théâtre grec. Mais voilà, son intuition, c'est quoi? J'ai un auteur ici, j'ai un poète, voilà. Et bien, plutôt que de prendre une traduction, une énième traduction, ou de commander une traduction, ou d'en prendre des disponibles, je demande à Simeon de m'écrire Philoctète. Mais s'il me demande à moi d'écrire Philoctète, je ne suis pas traducteur. Mais je ne connais pas le grec. Enfin, si peu que ça ne me permettrait pas de traduire. Donc moi j'interprète et j'écris à ma manière. C'est ce que je fais. C'est-à-dire que je prends la pièce de Sophocle, de Philoctète, je prends la structure, j'en prends le dessin exact, mais après, je l'écris dans ma langue. Et là, ce qu'il ne cesse de dire, c'est que c'est peut-être l'écart et l'audace la plus forte. Parce que je n'essaie pas de retrouver la langue de Sophocle. J'écris dans la langue poétique que je me suis inventée pour les autres pièces, qui est dans une poétique contemporaine. Un lexique, une syntaxe contemporaine. Vous comprenez? Et ça, c'est très important, parce que du coup, tous les archaïsmes disparaissent à l'écoute. Et quand j'écris le chœur, par exemple, moi j'adore le chœur, donc là je me fais du chœur à moi. Je veux dire que j'oublie Sophocle complètement. Je vois bien de quoi il retourne, et puis après je fais mon truc, quoi. Complètement. Je me lâche. Mais c'est vrai pour tout, en fait. Et donc, en fait, là, on a ce que... Après, on dit, comment on appelle ça? Bon, le texte, il est de moi. Parce que je l'ai écrit de A à Z, et que j'ai pas pris le texte de Sophocle en disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je l'ai lu et relu, etc. Bon, d'accord. Pas tant que ça, d'ailleurs. Enfin, après, j'avais quand même, à chaque fois, près de moi, morceau par morceau, le mouvement général, les paroles, etc. Et qui parlait, pourquoi et sur quel propos. Non, mais après, moi, je me décale complètement dans la langue. Alors, c'est là qu'avec Christian, en parlant, on dit, comment on va appeler ça? Sans emmerder les SACD, sans emmerder tout le monde. Et bien, on dit, à un moment, je crois que c'est moi qui ai eu cette idée. On dit, on va appeler ça une variation. Voilà. Et donc, on appelle ça une variation. Variation d'après Sophocle. Au fond, parce que il y a variation de la langue, évidemment, mais il y a aussi variation des motifs. Et quand vous touchez à la langue, et c'est là qu'on peut revenir à une question de fond, quand on touche à la langue, on déplace beaucoup plus. Vous pourrez prendre du Sophocle, vous habillez les gens en soldats d'aujourd'hui, ça ne déplace pas grand-chose. Si la langue est toujours là, la langue de Sophocle, ça ne change pas grand-chose. Parce que très vite, on oublie, etc. Cette surimposition de sens extérieur. Si on change la langue, alors on change beaucoup. On change beaucoup. Parce qu'une métaphore, ça a beaucoup de résonance, n'est-ce pas, qui déporte le texte ailleurs. Et tout simplement, il faut croire comme je crois, qu'une langue poétique, elle porte un monde en elle. Elle porte une sensibilité propre, un univers qui est autour, qui transfuse dans la langue, n'est-ce pas? Donc moi, quand j'écris dans la langue d'aujourd'hui, avec ma langue, je parle du monde d'aujourd'hui, sans parler du monde d'aujourd'hui. Puisque c'est la langue qui porte le monde d'aujourd'hui. Ma langue, elle porte le rythme d'aujourd'hui. Moi, j'écoute aussi bien, je sais pas, machin, une télé, que je lis les journaux, que je regarde ma tablette, etc. Je suis dans le rythme d'aujourd'hui. Donc ma langue ne peut pas être indépendante de ça. Même si je lis beaucoup, et avec passion sans cesse du classique. Ma langue, elle est formée de cet étrange conglomérat de mes passions littéraires, de ce que je lis qui me nourrit tous les jours, et de toutes les poétiques que j'ai lues aussi. Aussi bien Lamartine, Hugo que Tristan Tzara ou Kerouac. Toutes les poésies m'importent. Et donc tout ça fait que forcément la langue que j'ai, elle a d'autres résonances, d'autres rythmes, une autre portée que la langue de Sophocle. Mais elle n'est pas meilleure, elle est autre chose. Et donc si je prends l'histoire, même si je ne change rien de l'histoire, je change tout en changeant la langue. Voilà mon pari. Et d'ailleurs, les gens l'entendent. Les gens l'entendent. C'était vrai pour Philoctète, ça a eu un tel succès. Voilà, aussi avec l'interprétation de Monterzieff, le monstre sacré et tout.
Mais ça a eu un immense succès, et alors du coup, Christian dit on va continuer. L'idée d'ailleurs au début c'était de continuer avec Laurent Terrier, de faire tout de suite un triptyque. Voilà. Et puis bon, Christian meurt, ça a attendu, mais il m'a dit, un jour il m'a dit t'écris, Christian meurt. Oui. Attendez, regarde s'il n'y a pas. Non, je ne m'as pas envoyé ça. Non, Laurent meurt, et donc, et tous un peu mort avec lui quand même. Christian aussi. Et donc, voilà, on arrête ça, mais c'est revenu, et donc il n'y a pas très longtemps. Je lui dis, maintenant, si tu m'écrivais avec. Oh, bon, il me dit deux, je fais ça. Voilà. Là, ça me passionne, maintenant j'ai le truc. Et puis maintenant, je vais vous dire, scoop. Il y a 3 semaines, il me téléphone, il dit Jean-Pierre, écris-moi Antigone. Voilà. Donc je vais faire Antigone. Et comme ça, on va faire le triptyque. Vous voyez, triptyque grec. Voilà. C'est clair ma réponse? Ah, c'est parfait. D'ailleurs, si on lit votre pièce Electre, on remarque que la ponctuation est quasi nulle. Il n'y en a pas. Parfois, il y a des points d'interrogation. Ouais. Parce que le point d'interrogation, c'est très difficile de le manifester autrement que par le point d'interrogation. Essayez. Surtout que quand on est dans la parole, l'interrogation, vous savez qu'elle ne se marque pas syntaxiquement. On ne dit pas est-ce que tu viens, on dit tu viens. Bon, alors quand j'écris tu viens, si j'écris tu viens et que je ne mets pas de point d'interrogation, c'est une affirmation. Donc là, on est dans le contresens. C'est le seul cas où je mets des. Parfois, il peut y avoir un point d'interrogation, mais c'est rare. Parce que, alors, je peux répondre sur la ponctuation? En fait, j'ai pas fini la partie de ma question. Juste, c'était sur le plan théâtral, cela permet une plus grande marge de manœuvre pour les comédiens de ne pas avoir de ponctuation, mais à la fois, cela complique également leur rapport au texte. Et donc, comment envisagez-vous ce travail des comédiens sur votre texte sans ponctuation? Donc, quand même assez, c'est assez déroutant, je pense, pour Oui, c'est un autre. Oui, je comprends. Elle va au théâtre. Comment? Elle va au théâtre. Merci beaucoup. À bientôt. Et la question, elle est capitale, la question de la ponctuation. Parce que c'est la ponctuation qui fait, comment je veux dire, on est dans le monde de la poésie. Et ce que je dis là, moi je crois être essentiel pour comprendre la langue que je m'invente, justement. Si je ne mets pas de ponctuation, c'est qu'il y en a une ponctuation. Mais c'est la ponctuation du corps. Et moi je ne veux pas substituer une ponctuation abstraite, parce que la ponctuation telle que nous la connaissons, je veux dire, dans la langue écrite, c'est une ponctuation abstraite. Elle est conceptuelle, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas rajouter du concept là où je veux du corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, la ponctuation, elle existe. J'ai vraiment discuté de ça souvent avec des lycéens, par exemple, qui ont travaillé sur mes textes, tout ça. Bien sûr qu'elle existe. D'abord, le verbe fait ponctuation. Le verbe, tout simplement. Et la ponctuation, c'est la ponctuation du corps, c'est-à-dire la ponctuation du souffle. C'est-à-dire l'apnée, c'est-à-dire le respire, c'est-à-dire le soupir, comme on dit en musique. Et donc, le vers déjà scande, coupe la langue, il brise le continuum ordinaire de la langue. Le comédien, il peut bien faire, comme dans le vers de Racine, de Corneille, il peut bien faire des enjambements, hein. Il a le droit. Mais le vers est là, et le sous-jacent est présent. La coupe, elle existe. Le blanc existe au bout du verre. Donc le comédien ne peut pas l'ignorer. Même s'il passe dessus. Même si vous passez sur un ruisseau, vous passez, mais il y a le ruisseau dessous. Et votre pas n'est pas le même, parce qu'il y a le ruisseau dessous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Vous faites un enjambement, vous sens propre, vous sautez d'un verre à l'autre, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas oublier que vous sautez d'un verre à l'autre, et ça a effet forcément. Donc le verre est important, c'est organique. Et la ponctuation, elle est la ponctuation qui vient naturellement quand on lit le texte à haute voix. D'ailleurs, combien de fois, je me rappelle avoir travaillé au conservatoire d'Avignon avec des jeunes comédiens, et il y en a un qui m'a dit ça, et ça m'a bien frappé, ça m'a plu d'ailleurs, forcément, la preuve, je vous le dis. Il me dit comme ça, je les rencontre pour la première fois, ils avaient travaillé pendant des semaines et des semaines sur les textes, avec leur prof et tout. Et il y en a un qui dit écoutez, Simon, la première fois que j'ai lu vos textes, j'y comprenais rien, mais rien. Il dit, mais je les disais comme ça, dans le livre. Et puis je les ai lus à haute voix. Et là, tout s'est éclairé. C'était archi simple. C'était évident. Et ben voilà, je dis ouais, parce que j'écris pour la voix et le corps. C'est la différence. Moi, je fais des livres depuis l'âge de 20 ans. Des livres publiés, de poésie. Quand on écrit de la poésie, on n'a pas ce souci-là.
Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'écris, le corps n'est pas absent de la poésie, la voix non plus, bien sûr, hein, plus ou moins présent. Mais c'est pas la même chose. Quand j'écris pour le théâtre, je prends en compte dans l'écriture même le déplacement, l'espace, la voix portée. Je prends en compte le fait que c'est un homme ou une femme, avec ses poumons, avec ses muscles, qui va dire ça. Et donc, c'est complètement une écriture incarnée, au sens propre. D'ailleurs, moi, quand je l'écris, je l'entends. J'ai presque, si je ne la dis pas, hein, presque je la dis des fois. Et d'ailleurs, tu me l'as dit. Quand je vérifie si c'est possible, si ça... Et puis je cherche le E dans la langue, je cherche. Et quand il y a des harmoniques, eh bien, je cherche voir si l'harmonique, elle ne devient pas formelle. Parce qu'alors, on perd le corps. Vous voyez, on est dans une démonstration. Il faut que ça reste actif, mu par le poumon. Et le poumon, il est mu par l'assise ou la stature sur le sol. Je ne parle pas de la même chose, de la façon si je suis assis, si je suis debout, si je marche, etc. Tout ça, je prends en compte. Et donc, du coup, ça a à voir tout ça avec la ponctuation. Il n'y a pas de ponctuation parce que la ponctuation que je mettrais, point, virgule, tout ça, elle effacerait tout ça. Elle permettrait aux comédiens d'escamoter tout ça. Non, c'est à lui de trouver la ponctuation par le souffle et le corps, dans sa bouche, en marchant, en mâchant et en marchant, le poète. Et d'ailleurs, j'ai écrit un texte du moment où Christian Raymondé, Peggy, à la Colline, Théâtre de la Colline à Paris. J'avais écrit un texte qu'on m'avait demandé, Théâtre de la Colline, puisque je travaillais un peu comme conseiller et tout ça, à ce moment-là. Et j'avais écrit un texte sur Peggy qui s'appelait, je crois, l'écriture marchée. Peggy écrivait en marchant. Ouais. Il écrivait beaucoup en marchant, il marchait beaucoup. Comme j'en connais d'autres, Charles Juliet, le Lyonnais, il écrit en marchant. Enfin, bon, donc, moi, c'est plutôt l'écriture marchande que marcher. Enfin, bon, voilà. Et donc, tout ça pour dire que ce problème de la ponctuation, du vers, de la coupe, c'est essentiel. C'est ça qui fait la particularité de la langue que moi, je vais expliquer, qui me permet d'assumer la poésie au théâtre. Vous savez, quand la poésie au théâtre, ça peut être la pire des choses. Mais oui, ça peut être la pire des choses. Si la poésie, je fais roule les mécaniques de la poésie, regardez comme je suis poésie. Regardez comme je suis belle. En faire des images, des métaphores, des effets, etc. Il devient esthétisant. Et puis il devient un poète poétisant. Et ça devient un encombrement. C'est ce qu'on a pu reprocher à Jean Giraudoux, par exemple, dans son Électre. Exactement, bien sûr. Oui. Elle est magnifique, la langue de Giraudoux, mais quand on se la connaît pendant 2h30, ça devient... ça fait écran, quoi. Mais le danger existe pour tout le monde. À partir du moment où on est vraiment poète et qu'on ne veut rien céder, ce que j'essaie de faire, je ne veux rien céder de la poésie. Puisque sinon, c'est pas la peine qu'ils viennent l'écrire au théâtre. Il y a plein de gens qui écrivent au théâtre. Éric Emmanuel Schmitt, il écrit au théâtre. Moi, ça s'appelle élèves, pourquoi? Il y a plein de gens qui écrivent au théâtre. Et moi, si je viens au théâtre alors que je n'étais pas à l'écriture de théâtre, c'est parce que Scarretti me demande comme poète d'être là. Et moi, si je propose quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qu'on n'entend pas ailleurs. C'est-à-dire que je propose ce que peut écrire un poète aujourd'hui au théâtre. Avant moi, il y en a d'autres, je les regarde. J'ai parlé de Peggy, mais il y a Claudel, qui est d'abord un poète, quand même. Il a quand même écrit la poésie avant d'écrire le théâtre. Mais Brecht, pareil. Brecht est poète avant d'être dramaturge. On oublie ça. Brecht écrit des poèmes. Il vous les trouvez. Il a commencé par écrire des poèmes, il a fini par écrire des poèmes, il a toujours écrit des poèmes. Et ça explique sa poésie de théâtre. Son théâtre poétique, si je puis dire, qui pourtant est tout complètement réaliste, politique, etc., mais il est poétique. Et donc, si vous regardez à travers l'histoire, Beckett, c'est de la poésie, complètement. Les comédies, actes divers, tout ça, c'est du poème pur. Sauf que c'est du poème c'est un travail sur la langue par défaut, alors qu'il peut y avoir du travail par excès. Pour faire poétique dans la langue, on peut le faire par défaut ou par excès. On évite la langue, on la charge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les deux grands chemins de la poésie depuis l'aube des temps. Le haïku japonais, il est vide, d'accord? Saint John Perse, il charge. Mais ils sont aussi grands les uns que les autres. Hein. C'est ça la poésie. C'est le haïku japonais de 3 vers ou 50 pages pleines qui débordent jusque-là de Perse. Mais moi j'aime autant l'un que l'autre. Et surtout pas remplacer l'un par l'autre. Vous voyez? Donc, mais tout ça c'est des vraies bonnes questions. Comment, par exemple, je travaille avec des comédiens je travaille aussi avec France Culture, je parlais avec, je fais produis des émissions France Culture. Je parlais avec un réalisateur France Culture l'autre jour à qui j'avais demandé pour le Printemps des Poètes, et il a fait de faire 1 heure sur Saint John Perse. 1 heure de radio de Saint John Perse.
Très bien. Pour en revenir sur le personnage d'Electre, pour en parler, Christian Schiaretti a dirigé la comédienne Elisabeth Akoko en insistant sur le côté tragique et l'immense désespoir de son personnage, il me semble. Et partagez-vous cette analyse du personnage? Comment voyez-vous ce personnage? Est-ce que c'est Christian ou est-ce que c'est Elisabeth Akoko qui porte Oui. Parce qu'il y a, dans tout théâtre, il y a la négociation entre l'auteur. Attendez, quand je parle de négociation, non dite, implicite, entre l'auteur, le metteur en scène, le comédien et le spectateur. L'effet de théâtre, il est la résultante de tout ça. C'est-à-dire ce que vous ressentez du jeu de la comédienne, ce que la comédienne veut, ce que le metteur en scène a dans sa tête, ce que l'auteur a écrit, qui rend possible ou pas possible tout ça. Voilà. D'accord? Donc moi je dis pour ma part, j'écris un texte qui ne prend pas un parti défini là-dessus. Je crois qu'il rend possible, c'est vrai de beaucoup de textes, notamment quand ils sont poétiques, je veux dire de nature poétique. Pourquoi notamment dans ce cas-là? Parce que forcément, à ce moment-là, ils sont polysémiques. Parce que ce qui fonde la poésie, c'est la polysémie. C'est-à-dire des textes qui sont dans l'ambiguïté du sens. D'accord? Donc, à partir du moment où on écrit poétique au théâtre, on est dans la polysémie. On est dans une langue qui ouvre. Et donc, on est encore plus susceptible d'écarts. Vous voyez d'ailleurs les écarts dans les interprétations de tous les grands textes de théâtre très poétiques. De Molière à Musset ou Marivaux. Oui. Et donc, même, pourquoi pas UNESCO, tout ça. Donc, moi, mon rôle, c'est d'écrire une langue ouverte. Je ne prends pas de parti. Et même peut-être que je joue aussi, quand même. Il ne faut pas faire le con, quand même. Je joue quand j'écris, moi je lis la pièce, etc. Et pour Electre, très clairement, ce que j'ai voulu, moi, j'ai poussé, qui n'est pas dans Sophocle, pas à ce point, mais moi je le pousse, parce que c'est facile, hein, avec les mots qu'on ajoute, qu'on tire, je pousse à l'ambiguïté, à l'ambivalence de chacun des personnages. C'est-à-dire, ils sont tous problématiques, parce qu'ils sont tous des questions qui se posent et qui n'ont pas de réponse. Qui a raison, qui a tort, ils ont tous raison et tort à la fois. Et c'est ça qui me passionne. Parce que ce débat-là, c'est notre débat. Oui. Et quand même, est-ce qu'on doit admirer, et j'écris pour la plaquette de l'an prochain, puisqu'on le reprend, est-ce qu'on doit admirer le fils qui tue sa mère parce qu'elle a tué le père qui a tué sa fille? C'est pas simple quand même. Hein. C'est-à-dire tout est dans la complexité. Moi, j'aime beaucoup ça. Et ça, je pense que mon traitement de la langue y conduit. Voilà. Après, il y a chez, pour répondre à la question, il y a chez Elisabeth, effectivement, un parti pris, on sent intérieur, qui est plutôt le parti pris du désespoir, de la lamentation, et qui est dans le texte. Hein. Mais c'est vrai que la demande de Christian, et après c'est une négociation entre eux, et puis ça fait effectivement des choses équilibrées d'une certaine façon. C'est lui la plus rugueuse, lui dit, plus rugueuse, plus vigoureuse, plus ferme, plus... Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le lamento. Alors, moi, quand je l'ai vu, enfin, en tout cas, je l'ai vu quelques fois, je pense qu'on n'était pas dans le lamento. On était dans la vigueur, mais avec une part de désespoir. Voilà. Mais là, je pense qu'une autre comédienne pourrait faire complètement autrement avec le même texte. Ben, vous voyez, c'est vrai, c'est des données de base du théâtre. Hein, sans changer le texte. Parce que parfois, pour amener le texte ailleurs, les metteurs en scène changent le texte. Ils coupent, ils trafiquent, ils réécrivent eux-mêmes, on a vu ça. Non, Christian ne fera jamais ça. Christian est d'une école de théâtre, on ne touche pas au texte. En tout cas, pas sans le consentement de l'auteur. Il a le plus grand respect, le plus grand scrupule de ce que j'écris. Ah oui, je vous assure. Et ça, comme avait Terzieff. Terzieff, il n'aurait pas changé un mot de ce que j'ai écrit sans me le demander. Donc, représenter à qui que ce soit.